Autre sujet annoncé dans les titres, les examens nationaux de cette année ont enregistré un taux d'échec assez élevé. Certains, comme le ministre des Sports, prennent pour responsable le SLEG d'Abakar Souma qui a déclenché des grèves à répétition durant l'année scolaire. Le secrétaire général du SLEG a tenu à répondre à ces accusations. Pour Abakar Souma, ce taux d'échec est plutôt lié à des dysfonctionnements liés à la mauvaise préparation de ces examens par les autorités de l'éducation. Il demande d'ailleurs la publication des vrais résultats issus de ces examens. Mariam Fodé, Camara. Accusé par le gouvernement d'être à la base de l'échec des élèves aux différents examens nationaux, le SLEG a décidé de mener des enquêtes sur le processus des examens, ce malgré l'exclusion de certains de ses membres. Le secrétaire général du SLEG rejette en bloc ces accusations et explique cet état de fait par plusieurs raisons. Le retard de la tenue des ateliers régionaux, la précipitation dans l'organisation des examens nationaux, le choix des personnes qui ne sont pas enseignants pour la surveillance, pour la supervision et le secrétariat. La sélection des enseignants comme correcteurs alors qu'ils n'évoluent pas dans les classes d'examen. Le SLEG rappelle dans ce rapport que les cours de rattrapage ont été organisés pour combler le vide. Le SLEG tient à rappeler l'opinion nationale et internationale que des cours de rattrapage ont été organisés ça et là dans toutes les écoles pour être en harmonie avec la progression du programme. Bref, les programmes ont été exécutés à 100%. Les autorités de l'éducation en sont témoins. Après enquête et analyse, le SLEG trouve que ces résultats ne reflètent pas la prestation des candidats. C'est pourquoi il demande la publication des vrais résultats. Et demande en conséquence au service national des examens de sortir les vrais résultats et demande aux élèves et parents d'élèves de se prêter à la vérification qui est la meilleure voie pour faire jaillir la vérité sur les résultats. Aboubacar Souma dit avoir des preuves par rapport au travail effectué par les candidats à travers les notes qu'ils ont obtenues. Le ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation envisage l'installation partielle des exécutifs locaux, une décision diversement appréciée par les partis et les candidats qui ont concouru aux élections communales. Si l'UFR condamne cette annonce, Saïdouba Kissing Kamara, maire promu de Bofa, réclame avec force l'installation de tous les élus locaux dans toutes les circonscriptions de la Guinée. Al-Seni Bari, Abakar Din Kamara, Ibrahima Souma signe ce reportage. Le député Din Kamara est membre de l'Union des forces républicaines, parti en lice pour les élections locales. Pour lui, l'installation partielle des élus locaux retarderait les futures échéances électorales. Puis, le coût sera énorme s'il faut installer par endroits les maires et laisser d'autres. Nous ne sommes pas du tout favorables à l'installation partielle. La raison est simple. Quand on dit aujourd'hui mise en place partielle, ça veut dire qu'on veut laisser de côté 12 circonscriptions. Ces 12 circonscriptions, quand vous regardez le tissu électoral, vous constaterez que c'est à peu près le tiers de la population électorale de la Guinée. Des propos balayés des revers de main par Maître Kissing, maire promu de Bofa. Il sollicite plutôt l'installation de tous les élus locaux dès maintenant et dans le respect de la loi et du code électoral. Moi j'ai perdu 2 sièges à Bofa, mais je me conforme à la loi. Moi je pense qu'il faut régler tout. Aujourd'hui installer l'ensemble des communes, les 342, il faut installer. Ce qui se passe au niveau des 12 communes, moi je n'en sais pas. Et pour moi, en tant que juriste, légalement, je pense que les tribunaux sont prononcés. La CENI a déclaré les résultats définitifs. Tout le monde doit se plier à cela. La négociation sans le respect de la loi ne résout rien, poursuit le futur maire, avant de dénoncer les difficultés auxquelles les populations de l'intérieur du pays sont confrontées. Les rues sont barrées partout, les villages, avec l'eau. Il n'y a pas de pont, il n'y a rien de tout. Maintenant, les gens sont là à Conakry ici, ils se plaisent dans ça pour dire que nous ne sommes pas d'accord, Ce n'est pas normal. Le ministre doit installer tout le monde. Les dés sont lancés et les yeux sont tournés vers le ministère de l'Administration.
En plus bref, manifestation des femmes du district de Niampara, c'est dans la préfecture de Nzerekore, c'était hier. Plusieurs dizaines de femmes, certaines torse nues, étaient devant le tribunal de Nzerekore pour exiger la libération du président de leur district. Eli Penso, arrêté pour une affaire de conflit domanial. Cette manifestation n'a pas permis la libération de leur chef. En l'espace de 2 semaines, c'est la deuxième fois que des manifestations de ce genre ont lieu dans la localité. Nous y reviendrons. Comment renforcer le partenariat entre la Guinée et le Canada? C'est l'une des préoccupations de l'ambassade guinéenne au Canada, en partenariat avec l'Association des Guinéens vivant dans ce pays qui organise un forum économique à Montréal en octobre prochain. Ce forum rassemblera les investisseurs guinéens de la diaspora pour parler du développement économique des 2 pays. Certaines experts canadiennes sont en Guinée pour rencontrer les autorités sur la tenue de ce forum. Mohamed Valek Touré, Lamine Silla, pour cet élément de reportage. L'association guinéenne au Canada séjourne en Guinée dans le cadre des préparatifs d'un forum économique qui se tiendra à Montréal au mois d'octobre. L'objectif est de réunir les hommes d'affaires guinéens et canadiens en vue de promouvoir l'investissement et créer des liens de coopération entre les 2 pays. C'est un rendez-vous d'affaires qui réunit le monde des affaires guinéens en relation avec les investisseurs canadiens que nous avons déjà identifiés. Donc nous sommes ici pour identifier les besoins qui sont locaux ici, pour aller les jumeler avec ceux identifiés au Canada. Ce forum économique est l'occasion de réunir la diaspora guinéenne au Canada. L'attention est portée sur la Guinée et les potentiels projets qui permettront le développement du pays. Un partenariat que nous avons fait pour les aider à organiser ce forum parce que nous avons la connaissance de notre pays. Les thématiques qui ont été choisies dans le cadre du forum sont l'agriculture, l'énergie et puis les mines, et aussi l'éducation et les formations professionnelles. Donc au titre de ces 3 secteurs, nous avons des personnes dans notre entreprise qui ont des compétences, et nous avons été recrutés des entreprises qui veulent aller démarrer des projets en Guinée. Le forum économique Guinée-Canada va être une première qui va rassembler des investisseurs africains et européens. Ils seront informés sur les opportunités offertes par la Guinée en investissement. Venons-en à cet autre sujet, la pratique du métier de journaliste en saison pluvieuse. On le sait, il est difficile, voire impossible de travailler quand il pleut énormément, et pourtant, les journalistes et reporters sont soumis aux exigences et aux aléas du métier. Comment parviennent-ils tous les jours à couvrir les événements au quotidien, comme l'exige la profession? Algassimou Yaliba et Ali Ouba se sont rendus dans certaines rédactions pour voir comment ces soldats de l'information bravent la pluie pour faire leur travail. Suivez. L'hivernage, un moment où exercer le métier de journaliste devient encore plus contraignant. Tous les reporters que nous avons rencontrés disent la même chose, mais de loin, la pluie est un obstacle au métier, nous confie-t-il. Nous sommes dans une période dans une saison pluvieuse. Alors que les uns peuvent rester à la maison parce qu'il pleut, ils peuvent rester à la maison parce que ça manifeste. Nous, c'est en ce moment que nous sommes appelés à sortir pour aller voir ce qui se passe sur le terrain et le rapporter. Qu'il pleuve ou qu'il neige, on est contraint de sortir puisque la population a besoin d'être informée. Donc, du coup, même s'il pleut ou que vous êtes au lit, vous avez sommeil, vous ne voulez pas sortir, c'est une contrainte, vous êtes obligé de sortir. Pas question de reculer, même si parfois d'autres sont à 2 doigts de lâcher prise. Oui, moi parfois ça m'arrive de ne pas du tout vouloir me lever parce que quand il est 6h du matin, par exemple 6h du matin, je veux dire 6h, 5h, et que tu sais que tu as une émission à la radio, que tu dois te rendre à la radio, c'est vraiment difficile. Pour ne pas être impacté négativement par ces grandes pluies qui s'abattent sur Conakry, certaines rédactions trouvent leur propre stratégie. Les gens qui sont éloignés de la rédaction, par exemple, et très souvent, il arrive que puisqu'il pleut ou parce qu'il y a des manifestations, qu'ils ne soient pas obligés de venir directement à la rédaction, mais qu'ils partent directement sur le terrain. Nous, par exemple, chez nous ici, à la veille des grandes pluies, nous
payons des manteaux que nous répartissons aux reporters qui sortent le matin. Contrairement à ces deux précédents médias, d'autres n'ont pris aucune disposition pour alléger la souffrance de leurs reporters en cette saison hivernale.